Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Laurane, bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. On te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où tu vas, comme toujours, nous parler d'éducation positive. Laurane, tu es consultante en éducation positive chez Happy Nanny. Des familles, tu en accompagnes régulièrement. Tu es aussi maman, donc l'éducation positive, ça te connaît. Et il y a un sujet que tu aimerais bien développer aujourd'hui qui te tient vraiment à cœur. Moi, à la base, j'aurais pas imaginé que c'était lié à l'éducation positive, mais je trouve ça du coup super intéressant que tu aies souhaité aborder ce sujet-là. C'est le sujet de l'éducation non genrée. Alors, C'est ce que ça. je te propose, c'est déjà de nous définir un petit peu ce que c'est, et puis de nous dire pourquoi aujourd'hui tu souhaitais nous en parler, et bien sûr ce que tu avais à nous en dire. Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est très lié à l'éducation positive. En éducation positive, il y a quelque chose d'important qui est d'essayer de ne pas coller d'étiquettes aux enfants ou quand on en a collé, de les décoller. On s'est rendu compte que lorsqu'on dit d'un enfant que c'est un enfant qui tape, que c'est un petit mangeur, que c'est un petit dormeur, que c'est un enfant qui râle beaucoup, on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants finissent par se conformer à cette étiquette. C'est lié au fait que les enfants ont un besoin d'attention, un besoin d'appartenance qui est très important. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de la famille. Et quand on a une étiquette, on est vu et on est reconnu. Et même si c'est négatif, eh bien, on en a besoin. Donc, on peut donner de l'attention, on peut reconnaître les enfants sans leur mettre d'étiquette. On peut leur donner de l'attention en leur montrant qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, ce n'est pas un truc à un moment donné qui va leur coller à la peau toute la vie. Donc Et étiquette, oui, c'est ce que tu entends par étiquette, juste pour préciser, c'est un mot, ça peut être une qualité ou un défaut, c'est ça? complètement. Et moi, j'en parle beaucoup dans les ateliers dans les formations que je fais sur l'éducation positive. Et j'en parle avec donc des parents, des adultes. Et chaque fois que j'aborde cette question des étiquettes, c'est rare que je dise ça, mais dans 100% des cas, les gens ont eu une étiquette. Dans 100% des cas, ils l'ont mal vécue, alors que dans 50% des cas, elle était positive. Moi, j'avais l'étiquette de la fille sage. Moi, j'avais l'étiquette de la fille rigolote. Bon, on peut se dire, bon, et alors, c'est sympa. Et en fait, non. Parce que du coup, on peut pas être autre chose. Si je suis celle qui rigolote, bah, je peux pas être triste. Donc, je m'autorise pas à dire mes sentiments, non, mes sentiments difficiles. Si je suis la fille sage, bah, je peux pas faire d'erreur. Donc, si je peux pas faire d'erreur, je me mets une pression monstrueuse et je veux toujours tout réussir. Donc, c'est ça, les étiquettes. Mmh. Et en fait, dans l'éducation des garçons et des filles, les étiquettes sont hyper fréquentes, hyper nombreuses et tellement difficiles à décoller. J'ai cette conversation tellement souvent avec des parents sur les stéréotypes de genre, et donc très souvent des parents vont me dire ah bah oui, bah nous pourtant on n'a pas l'impression de l'élever de manière genrée.
Et pourtant, il fait tel truc. Et 5 minutes après, dans la conversation, il va y avoir une phrase du type ah bah oui, mais ça, c'est parce que c'est un petit garçon. Oh bah oui, mais ça, c'est parce que c'est une petite fille. Donc, en fait, même sans s'en rendre compte, même des parents qui pensent ne pas faire d'éducation genrée, le font. Donc, c'est vraiment des étiquettes qui collent très, 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 très fort. Alors, pour donner des exemples, c'est les trucs tout bêtes, du genre le rose, c'est pour les filles. Alors, c'est quand, avant que les enfants rentrent à l'école, jusqu'à 3 ans, tu peux poser la question à plein de petits garçons, ils vont te répondre qu'ils aiment le rose. Et systématiquement, après l'entrée à l'école maternelle, tu poses la question au même petit garçon qui, une semaine avant, aimait le rose, il n'aime plus le rose. Et on le voit que ça, c'est développé par le marketing. Il suffit d'ouvrir un calendrier de Noël, un calendrier de pardon, pas un calendrier, un magazine, quel est le catalogue mot? de Un jouets. catalogue, voilà, un catalogue de jouets juste avant Noël. Et on voit bien que le bleu est attribué aux garçons, le rose est attribué aux filles. Tu vas dans un magasin de vêtements, tu vois la même chose. Donc il y a vraiment, c'est ce genre d'étiquette. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Il y a des choses qui sont considérées comme pour les filles, comme certains jouets. Les poupées sont censées être pour les filles. Tu regardes un catalogue de jouets, les poupées sont souvent habillées en rose, elles sont souvent manipulées par des filles, alors que dans la réalité, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui nous écoutent, là, qui ont des petits garçons qui jouent à la poupée et qui aiment ça. Mais on étiquette ça du côté des filles. Et en fait, on se rend compte, et il y a eu plein d'études sur le sujet, que on va destiner certaines choses aux petites filles et qu'on va avoir, nous les adultes, un certain comportement avec les petites filles, un certain comportement avec les petits garçons. Il y a des expériences que vous en avez certainement entendu parler, qui ont été faites où on va mettre des adultes avec des enfants qui sont habillés de manière non genrée et qu'on peut pas identifier comme fille ou comme garçon. Donc les adultes arrivent, il y a un enfant, ils savent pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, et il y a des jeux. Et les adultes vont jouer de manière indéterminée avec les enfants et les différents jeux. Alors que si l'enfant, tu l'habilles en fille, les adultes vont systématiquement, j'ai pas les chiffres exacts de l'étude, mais de manière assez importante, vont jouer avec plutôt des poupées, des jouets statiques, enfin des jeux où l'enfant va plutôt être assis, alors que dès que l'enfant est genré garçon, on va engager beaucoup plus la motricité des enfants. On s'est rendu compte aussi, et ça, je recommande 2 ouvrages que je pense que tous les parents devraient lire, dont un qui a un titre assez truculent, qui s'appelle Les couilles sur la table, et le deuxième qui s'appelle Le coup de la virilité. Et dans ces 2 ouvrages, les autrices expliquent que l'expression des émotions est considérée comme étant un truc de fille. Et que du coup, l'expression des émotions, c'est pas censé être un truc de garçon. Et il y a eu aussi des études sur qui ont été faites dans des cours d'école où quand on parle d'amour, mais c'est très tôt, c'est dès 6 ans, les petits garçons vont dire que ça, c'est pour les filles. Et moi, je trouve ça super triste de se dire que pouvoir dire qu'on a peur, pouvoir dire qu'on est triste, pouvoir dire qu'on est amoureux, qu'on aime quelque chose, ce soit quelque chose qui soit réservé aux filles et que les garçons ne puissent pas y avoir accès, en fait. Donc ces étiquettes-là, elles sont collées quand même très très fort. On a maintenant plein d'études qui nous montrent cet impact-là. Et en fait, ces étiquettes, elles coincent les enfants et elles ne leur permettent pas d'exprimer quelque chose qu'ils ont en eux, mais qui est censé être de l'autre sexe. Je vais te donner un exemple tout bête. Une amie m'a raconté que son petit-neveu adorait, tu sais, la chanson Libéré, délivré. Je vais surtout pas la chanter parce que sinon tout le monde va l'avoir dans la tête pendant une semaine. Il rentre à l'école. Un copain lui a fait la réflexion. Ça, c'est une chanson pour les filles, c'est un dessin animé pour les filles. Et à partir de là, il ne l'aimait plus. Enfin, il disait qu'il ne l'aimait plus. Et donc, on voit que, en fait, c'est pas
c'est pas spontané, c'est-à-dire c'est pas le garçon qui va. Parce que moi souvent, j'ai des parents qui me disent ah bah oui, mais les petits garçons ils préfèrent jouer aux voitures et les petites filles elles préfèrent jouer à la poupée. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que notre société a tellement habitué les petites filles à jouer aux poupées, a tellement habitué les adultes à faire jouer les petites filles avec des poupées que les petites filles jouent avec des poupées, les petits garçons jouent avec des voitures. J'aurais 2 questions, Laura, à te poser. Du Mmh. coup, il y en a une, c'est un peu la suite de ça. Est-ce qu'effectivement, il y a vraiment aucune différence intrinsèque dans l'appétence de, je sais pas, de la nourriture, des jeux, enfin, dans les comportements des enfants, que ce soit filles ou garçons quand ils sont petits, et que c'est vraiment les étiquettes qui vont ensuite les orienter dans un sens ou dans un autre? Ou est-ce qu'on peut pas considérer qu'ils ont quand même une différence, qu'il y a quand même des différences entre garçons et filles ou dans les activités, comme l'exemple que tu prenais tout à l'heure, les garçons qui seraient plus moteurs ou les filles plus statiques, et que finalement, c'est ça qui est amplifié? Ça, c'était ma première question. Alors, c'est une vaste question qu'une spécialiste ou qu'un spécialiste du genre pourrait développer, je pense, pendant des heures. Je recommande vraiment la lecture des 2 ouvrages que j'ai cités précédemment parce qu'elles le développent chacune pendant 200 à 300 pages sur le fait que non, il y a pas de différence fondamentale, naturelle sur le comportement, les appétences, les goûts des hommes et des femmes. Il y a évidemment des différences biologiques, des différences anatomiques, des différences génétiques, mais sur le fait d'être plus dans le moteur ou pas, non. Le fait d'être capable, enfin de s'intéresser aux poupées, donc au fait de prendre soin d'eux, donc de s'occuper des enfants, clairement, non en fait. Il y a, en tout cas sur les recherches actuelles, hein, la réponse est non. Mais la réponse, elle est aussi intéressante. C'est-à-dire on s'est rendu compte que il y a 2 choses. Il y a le sexe. Donc le sexe, c'est biologique, c'est anatomique. Donc c'est la forme et puis c'est la génétique qui fait que tu es un homme ou une femme. Mais j'ajouterais qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on apprend et actuellement les enseignants de SVT justement sont en train de changer leur pratique parce que jusqu'alors, et nous c'est ce qu'on a appris à l'école, on nous a appris qu'il y avait 2 sexes, féminin, masculin. Et j'ai eu une discussion passionnante avec une collègue et amie prof de SVT qui me disait qu'en fait, aujourd'hui, elle présente plus les choses comme ça à ses élèves, elle les présente sur une ligne et avec un masculin, féminin. Et puis en fait, tu peux aller plus à droite sur la ligne et t'es plus dans le féminin, puis tu peux te rapprocher plus à gauche sur la ligne et t'es plus dans le masculin. Et en fait, les limites sont beaucoup plus floues. Si c'est vraiment des questions qui vous intéressent, il y a vraiment des recherches qui ont été faites. Et il y a une chercheuse qui a même émis l'hypothèse qu'il y aurait 5 genres. Enfin bon, la question est vraiment vaste et moi, j'ai pas les détails, je ne suis pas scientifique. Tout ce que je sais, c'est que la classification très binaire qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, aujourd'hui, elle est remise en cause et que donc on serait pas sur de toute façon 2 sexes fondamentalement différents, mais plutôt quelque chose d'un peu plus flou et d'un peu plus varié. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question du genre. Et le genre, c'est plutôt une construction sociale et culturelle. Le genre, c'est comment tu vas te conformer à ce que ta culture et ta société attend des femmes ou des hommes. Et donc, tu vas t'identifier plutôt à un genre ou t'exprimer de la manière qu'on attend par rapport à ce genre-là. Et ça, c'est une construction sociale et culturelle. Du coup, ça répond partiellement à la deuxième question que je voulais te Mmh. poser, à savoir que je me disais: «Est-ce que les enfants, quand justement ils prennent conscience qu'il y a des hommes, des femmes, des filles, des Mmh. garçons, j'ai l'impression qu'ils vont chercher à s'identifier et à comprendre quel est eux aussi leur, est-ce que je suis un garçon ou est-ce que je suis une fille?» Et d'ailleurs, ça c'est assez rigolo parce que quand ils sont tout petits, les garçons, les petites filles ne savent pas forcément qu'ils sont un garçon ou une petite fille. Et du coup, ils vont Exactement. chercher un petit peu leur place, ils vont chercher à s'identifier par rapport à certaines choses. Et est-ce que ça, finalement, c'est pas normal dans leur construction?
dans leur Si. construction par rapport au même sexe et par rapport au sexe opposé, de chercher aussi à faire eux-mêmes, à mettre des étiquettes sur, bah, ça c'est pour les filles et ça c'est pour les garçons. Moi j'ai un exemple en tête sur lequel tu pourras peut-être rebondir, mais il y a quelque temps en arrière, mon fils qui aujourd'hui a 3 ans et demi, mais c'était il y a un petit moment en arrière, ne voulait plus du tout manger aucun légume et je comprenais pas parce que du jour au lendemain, il aimait plus aucun légume et il m'a dit: «Non maman, moi je ne mange que du riz et des pâtes parce que les légumes, c'est pour les filles. Et pour les garçons, ce sont le riz et les pâtes» et c'était, il me disait pas ça dans un sens de provocation, pas du tout. C'était que pour lui, il avait reçu un jour cette, voilà, je sais pas d'où il sortait ça, mais c'était très marqué et du coup, bah, ça devenait une aberration de vouloir manger des légumes parce que c'était pas pour les garçons. Hem, qu'est-ce que Oui, ça mais t'inspire? c'est génial ton exemple, c'est génial. Eh bien, en fait, oui, tu as raison. La conscience, d'être un garçon ou une fille, elle commence à arriver vers 2 ans. Tout ça, c'est des âges assez approximatifs, hein, et puis ça va être une construction, comme exactement le fait de comprendre qu'on est un individu à part entière. Tout ça, ça fait partie effectivement du développement de l'enfant et il va y avoir un moment qui correspond aussi à l'entrée à l'école vers 3 ans, donc qui du coup est très logique. C'est logique qu'à l'école, il y ait des garçons qui disent: «Non, ça c'est pour les filles», de façon très affirmée parce qu'en fait, ça correspond à ce moment où ils ont besoin de définir et de comprendre l'altérité, de comprendre: «Bon OK, donc je suis un garçon, donc un garçon, bon bah, c'est comme ça et une fille, bon bah, c'est comme ça». Alors c'est du coup, c'est ton exemple, il pousse à l'extrême de effectivement de cette logique. OK, donc il y a des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles, donc les légumes, c'est pour les filles, les pâtes, c'est pour les garçons. C'est très drôle et en même temps, ça répond bien justement à ce que j'ai expliqué juste avant, que le genre est une construction sociale et culturelle. C'est-à-dire que la réponse que l'on va apporter à l'enfant à ce moment-là, va lui permettre de construire sa conception de son genre à lui. Donc si et c'est à la fois vertigineux et passionnant, parce que ça veut dire que toi, parent, la réponse que tu vas apporter à ton enfant à ce moment-là, sur ces questions de qu'est-ce qui est pour les filles, qu'est-ce qui est pour les garçons, qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une fille, tu vas définir sa conception pour, en tout cas l'avenir jusqu'à ce qu'il se remette peut-être un jour en question, de ce qu'on attend de lui ou d'elle, dans la société, dans sa culture, parce qu'il est une fille et parce qu'il est un garçon. Et moi, je trouve que quand on se pose pour la première fois ces questions-là, c'est un peu vertigineux, parce qu'on se dit: «Ouh là là, quelle responsabilité!» et en même temps, je trouve que ça donne une liberté immense. Parce que si vous considérez que, la société actuelle, hem, justement, met les hommes et les femmes dans certaines cases et que ces cases ne vous conviennent pas, eh bien, en tant que parent, vous avez le pouvoir de faire sortir votre enfant de ces cases-là. Alors, vous n'allez pas changer la société, mais si chacun fait un petit pas, pour sortir un peu des cases, peut-être qu'on pourra faire évoluer les choses. En tout cas, moi, c'est pour ça que cette question, elle me passionne. Mais du coup, là, ce que tu soulèves, oui, finalement, c'est comme tu le dis, c'est une très vaste thématique et tu soulèves presque un débat. C'est-à-dire, ça va au-delà de finalement la petite enfance. C'est comment après les enfants, selon l'éducation qu'ils ont reçue, vont évoluer dans la société, vont reproduire certains schémas. Si on est OK avec la société, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, bah, on reproduit les schémas, de façon, voilà, Mmh, classique, j'ai envie de dire et si par contre on trouve qu'il y a des choses à redire ou à revoir et bien grâce à l'éducation, on va pouvoir venir planter de nouvelles graines, puis permettre peut-être que les choses évoluent. Est-ce que Oui. je résume bien ta pensée? Tu résumes extrêmement bien et en fait, dans l'ouvrage qui s'appelle «Le coût de la virilité», c'est la question centrale, de l'autrice. C'est vraiment elle est partie d'un chiffre, qui est assez vertigineux là aussi, mais je l'ai plus exactement, mais ça doit être 95 ou 96 de la population carcérale est composée d'hommes et donc elle a interrogé cette question-là. Pourquoi est-ce que ce sont majoritairement, de façon écrasante, des hommes qui commettent des crimes, des délits et qui se retrouvent en prison?
je vous laisserai lire l'ouvrage pour avoir tous les détails, mais elle en vient à l'idée que si c'est à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de systémique. C'est que, pour elle, dans son explication, et j'y adhère, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par la nature, mais plutôt par l'éducation. Et je trouve qu'effectivement, c'est une question passionnante. Et donc si on revient un petit peu en arrière, donc tu as ton enfant tout petit à qui, voilà, on peut coller des étiquettes. Le rose, c'est pour les filles, l'amour, c'est pour les filles, jouer avec les poupées, c'est pour les filles. Alors déjà, la première chose qui est intéressante et qui est soulevée, par des spécialistes, c'est que souvent, c'est pas juste, il y a des choses pour les garçons et il y a des choses pour les filles. C'est que les choses dites pour les filles sont méprisées. C'est-à-dire qu'en fait, quand un garçon va refuser un t-shirt rose, il va dire: «Ah non, non, ça c'est pour les filles». Mais sous-entendu, si je mets ça, je serai quelqu'un de moins bien. Alors qu'une fille, bon, elle va te dire: «Moi, j'aime pas trop le bleu c'est plutôt pour les garçons». Je sais pas si tu as déjà remarqué ça? Mais Je vois tout à souvent, fait ce que tu veux dire. Oui. voilà, un petit garçon qui va, jouer, se comporter avec, quelque chose dit plutôt féminin, il va y avoir une forme de mépris, Ou de tout du moins peur. de la moquerie Oui, en tout cas, qui n'existe pas dans le sens inverse finalement. exactement. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur, la manière dont vont grandir ensuite ces enfants. C'est-à-dire que si on apprend aux petits, ou plutôt si on ne désapprend pas aux petits à mépriser ce qui est féminin, ça veut dire que ça va continuer. Donc si on va plus loin, aujourd'hui on sait très bien, on a les chiffres à l'appui, que les femmes prennent en charge la plus grande partie du travail domestique, du fait de s'occuper des enfants. Je crois que j'avais noté les chiffres. Les femmes occupent 3h26 de leur temps pour le temps domestique et pour s'occuper des enfants, mais les hommes c'est 2 heures. Et dans la majorité des tâches que font les femmes, c'est plutôt du ménage, de la cuisine, et les hommes plutôt du bricolage, même s'il y a aussi, d'autres tâches ménagères, et que du coup, ce sont aussi les tâches qu'effectuent les hommes sont des tâches qui durent plus longtemps et qui sont plus visibles, donc plus valorisées. Donc bref, si je reviens à mes enfants là, qui ont tendance à mépriser ce qui est plutôt du côté féminin. Et si aujourd'hui vous êtes une femme ou vous êtes un homme et vous en avez marre de cette répartition des tâches et vous avez envie qu'il y ait une égalité, et vous avez envie que homme ou femme, on puisse s'occuper des enfants à part égale, que homme ou femme, on puisse avoir le même salaire à travail égal. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Eh bien, c'est intéressant de se poser la question. Bah oui, mais si mes enfants n'ont pas désappris à mépriser ce qui est féminin, comment, en tant qu'adultes, ils vont pouvoir, par exemple, hommes, se sentir valorisés de faire une activité qui est plutôt considérée jusque-là comme féminine? Comment on va réussir à casser ces habitudes qui sont maman s'occupe des enfants et papa développe sa carrière si on ne valorise pas le fait qu'un petit garçon joue à la poupée? Parce que jouer à la poupée, c'est quoi? C'est imiter le fait de s'occuper d'un enfant. Si, on ne valorise pas le fait qu'un petit garçon puisse, heu, exprimer ses émotions, avoir de l'empathie, comment on peut espérer que, plus tard, on fasse grandir une société avec des garçons, des hommes qui soient à l'écoute des autres, à l'écoute d'eux-mêmes? En fait, ça va beaucoup plus loin que simplement se dire, «Je permets à mon enfant de, porter un t-shirt rose s'il a envie et s'il est un garçon, ou de porter un t-shirt bleu si c'est une fille et qu'elle en a envie». C'est vraiment aussi des choses qui vont impacter la manière dont, les enfants vont concevoir les rôles des hommes, les rôles des femmes, leur manière d'être, et vont les intérioriser et grandir avec ça. Et du coup, pour raccrocher le wagon par rapport à l'exemple que tu nous donnais sur la population carcérale, Ouais. En fait,
je pense qu'il y a eu une vague de prise de conscience quand il y a eu le mouvement MeToo. Tu vas voir, hein, je vais raccrocher le wagon, où on s'est rendu compte que énormément de femmes subissaient du harcèlement, des agressions sexuelles, des viols. Et en fait, on est en train, parce qu'on ne le faisait pas jusque-là, tu vois, jusque-là, on disait les femmes subissent, mais en fait, on est en train de se rendre compte que si les femmes ont subi massivement, et je pense que là, toutes les femmes qui nous écoutent, soit elles ont vécu, soit elles ont une amie qui a vécu, une mère, une sœur qui a vécu un harcèlement, une violence sexuelle. Les chiffres, malheureusement, sont assez forts pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, si massivement les femmes ont vécu ça, et que on sait que les auteurs à 99% de ces crimes-là sont des hommes, il y a une énorme question à se poser sur qui sont ces hommes. Et en fait, le mouvement MeToo, il a permis de prendre conscience. Jusque-là, on imaginait toujours, alors que pourtant, hein, les associations d'aide aux victimes le disaient déjà, on a des chiffres hein, depuis plusieurs années, que le violeur, c'est pas l'inconnu monstrueux qui sort dans un coin la nuit et qui vous agresse. L'agresseur, malheureusement, dans plus de 70% des cas, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ça veut dire que c'est votre voisin, c'est un oncle. Donc, ce ne sont pas, et dans la majeure partie des cas, là aussi, hein, il y a des chiffres hein, que vous pouvez aller retrouver, les agresseurs ne sont pas des gens avec des pathologies, ne sont pas des personnes malades. Donc, ça veut dire que ce sont, alors je vais pas dire des hommes ordinaires, ce serait triste de dire ça, mais que ce ne sont pas en tout cas des personnes extraordinaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du système. Ça veut dire qu'il y a un problème, et moi je le raccroche comme ça, hein, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'éducation des garçons. C'est-à-dire que on envoie des messages aux garçons et aux filles. Et aussi, il y a un problème d'éducation des filles. Mais je vais raccrocher le wagon avec un exemple tout bête. Mais les contes qu'on raconte aux enfants. Le conte de la Belle au bois dormant. C'est pas incroyable ce conte? Où il y a une fille qui dort, et puis il y a un garçon qui arrive et qui l'embrasse, et elle se réveille, et c'est formidable. Moi, la première fois que mon fils est tombé sur cette histoire, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais t'aurais envie, toi, qu'on te fasse un bisou pendant que tu dors, quelqu'un que tu connais pas? Bah, sa réponse, elle a été immédiate. Bah non. Bah oui. Et en fait, si on ouvre les yeux sur la manière dont on parle des relations, la manière dont on construit le rapport féminin et masculin, il y a une grande part d'agressivité et de passivité de l'autre côté. Et je pense qu'on peut vraiment être très vigilant à ça dans notre éducation en tant que parent parce que jusque-là, je pense que tu as peut-être vécu ça, toi, en tant que fille, Aurélie. Moi, je me souviens, en tant que petite fille, on m'a appris à faire attention. Mmh. Moi, je me souviens très bien. Ouais, vers 10 ans, ma maman qui m'a appris que si jamais il y avait un inconnu dans la rue, il fallait que je crie, il fallait que j'essaye de lui donner un coup de pied là où ça fait mal. Voilà, on m'a appris ça. Est-ce que on a appris aux garçons que quand une fille dit non, c'est non? Est-ce que quand nos garçons sont matraqués d'images de filles en maillot de bain pour vendre des voitures ou des yaourts ou je ne sais quoi, on leur apprend que les femmes sont des sujets et qu'elles ont leur mot à dire, ou on leur apprend que ce sont des objets? Et tu vois, toutes ces questions-là, je pense qu'on peut se les poser en tant que parents et dans notre quotidien, apprendre ces choses-là aux enfants. Oui, après, il est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose qui est intéressant aussi et que tu soulevais dans le précédent podcast qu'on a enregistré ensemble sur la punition, à savoir qu'on n'est pas les seuls à élever nos enfants et que la société dans laquelle on est
et puis les différentes interactions qu'ils vont avoir ont aussi un rôle important. Alors, ma question aujourd'hui, enfin, c'est pour revenir à cette question-là, est-ce que tu penses que, justement ce qu'on peut faire depuis la petite enfance, ça a un impact suffisant pour faire changer les choses? Si toutefois c'est comme ça qu'on souhaite le faire? Je ne sais pas. J'aimerais te dire oui de façon sûre et certaine, mais ça, on voit bien en ce moment que je suis pas la seule à parler de ce genre de questions-là. On voit bien que c'est une question qui commence vraiment à émerger. On a vu avec le mouvement MeToo qu'il y a vraiment un questionnement énorme qui a émergé sur bah voilà les violences faites aux femmes et donc forcément le comportement de certains hommes. Et aujourd'hui, on s'interroge sur l'éducation parce qu'on sait que c'est un levier, mais on saura dans 10 ans, dans 20 ans, si ce qu'on fait évoluer les choses. Mais je vais te donner mon point de vue, mais qui est totalement empirique et totalement personnel, donc qui finalement n'a que peu de valeur. Mais moi, je suis enseignante et depuis 15 ans, je vois tellement les mentalités évoluer, c'est incroyable. Et là, les jeunes, la génération actuelle, je peux te dire qu'ils vont tellement vite sur ces questions-là. Moi, il y a 15 ans, quand je faisais deviner la signification d'un caractère, donc j'enseigne le chinois, d'un caractère chinois, où il y avait la femme, il y a la femme et il y a le toit au-dessus, je peux te dire que ça fusait, c'était immédiatement la cuisine, les enfants, femme au foyer, enfin, c'était tous ces termes-là qui revenaient. Puis plus les années ont évolué, plus il y a eu d'autres termes, et aujourd'hui, quasiment plus personne ne dit ça. Et si quelqu'un dit un truc du genre faire la cuisine, alors il y a 2 ou 3 ans, il se faisait disputer. On lui disait oh, eh oh ça va pas dire un truc pareil. Les garçons aussi ils peuvent faire la cuisine. Enfin, tu vois, il y avait cette évidence qui sonnait. Et puis maintenant, celui ou celle qui va dire ça va dire bon, je suis désolée de dire ça, mais ça se trouve c'est peut-être ça. Tu vois, il y a pas juste certaines personnes qui vont réagir, c'est celui-là même qui va faire un message qui pourrait être un peu sexiste, il a déjà conscience que c'est sexiste. Donc, moi, je trouve que les jeunes, ils évoluent énormément. Mais il y a effectivement beaucoup de travail à faire parce que, bah, voilà, on n'est pas seul à élever nos enfants et on s'est rendu compte que nous, on a beaucoup de travail à faire, les enseignants. Parce qu'on voit bien. Donc, si maintenant je raccroche vraiment, là, je suis vraiment partie dans la construction de la société. Donc, comme tu le disais, il peut y avoir un débat. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent là, qui ont pas envie de voir les choses évoluer dans ce sens-là, ou qui sont pas d'accord avec cette analyse. Si je reviens maintenant simplement aux enfants et vraiment à leur développement, euh, Oui, après je rebondirais sur ce que tu oui, viens de dire, vas-y, parce bah que tu touches rebondis à tout de quelque suite si chose. tu veux. D'accord, oui, ça me fait penser au fait que, à plusieurs reprises, tu abordes aussi le fait que c'est important pour les enfants, mais c'est vrai aussi pour les adultes, de se sentir appartenir à un Mm. groupe, à la famille, par rapport à ses proches, et cetera, d'avoir ce sentiment d'appartenance. Est-ce que, en faisant, exploser un petit peu les stéréotypes de genre, puisque tu les nommais comme ça tout à l'heure, c'est pas plus difficile pour un enfant d'avoir un sentiment d'appartenance? Et puis après, cet enfant qui grandit et qui est adulte, je pense à certaines conversations qu'on peut avoir, nous en tant qu'adultes, mais des choses qui sont très gentilles, mais qui sont, hem entre, bah, oh, bah, les garçons ou oh, les filles, ça reste gentil, ça reste bienveillant, mais il y a ça peut être des plaisanteries ou ça peut être des choses qui sont, voilà, qui sont sympathiques, mais en parlant des filles au sens large, des garçons au sens large, Mm. et ça, finalement, est-ce que c'est forcément négatif? Est-ce qu'on peut pas aussi apprécier d'avoir cette appartenance à ce groupe homme-femme? Et est-ce que ça peut pas être le cas aussi pour les enfants? Alors, tu soulèves une question importante. Oui, on a la liberté de pouvoir se dire, bah en fait, moi j'aime bien ces catégories parce qu'elles me vont bien. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne coince pas des gens dans ces catégories. Et moi, quand on m'a déjà fait des réflexions du genre en tant que femme, tu es comme ça, moi, ça me rend folle. Parce que bah, parfois, l'étiquette qu'on va me coller, elle me correspond pas. Elle me va pas. Donc, je ne veux pas être coincée dans cette case-là. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est, si on parle du développement de l'enfant, c'est que appartenir, c'est bien, mais être coincé, c'est pas bien.
Donc appartenir, il y a plein de manières d'appartenir. On peut appartenir à la famille, on peut appartenir à un groupe classe, on peut appartenir à un groupe d'amis, on peut partager des valeurs, mais être coincé dans quelque chose auquel tu ne te sens pas correspondre, pour moi, c'est triste. Pour moi, la question, elle se pose comme ça. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question à toi. Oui, 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 si, si et puis c'est très intéressant justement de faire un petit peu cette, tu sais, ce va-et-vient entre les 2 façons de voir et d'aborder les choses. Mais tout comme, bah, comme tu disais, les étiquettes, dans tous les cas, elles peuvent, on peut les vivre mal. Par exemple, on peut dire aussi, bah, toi qui est enseignante, on peut dire: «Ah bah, toi en tant que prof» ou alors, bah, «Toi en tant que Mmh. ci ou en tant que ça» et puis effectivement, ce qu'il y a derrière, ça ne nous correspond pas tout à fait. Donc, oui, oui, effectivement, ça répond à, à l'interrogation que j'avais et que j'ai souvent entendue. Donc c'est en ça que je pense que c'est un vrai débat de société et que ça pourrait aussi être intéressant finalement de, hem, presque d'ouvrir, le débat et puis de se dire: «Bah, tiens, tu sais, on est 3-4 à discuter du sujet et je pense que trois Mmh. quatre personnes, on aurait tous des choses à dire différentes. C'est très intéressant en tout cas que tu nous abordes ça aujourd'hui. Mais du coup, je suis désolée, je t'ai coupé dans ton explication. Tu voulais raccrocher, par rapport à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Oui, 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 par rapport au développement des enfants, en fait, et au fait que, les cases soient enfermantes, et on s'est rendu compte, que, par exemple, dans les études supérieures, il y a très peu de filles, alors de plus en plus, hein, heureusement de plus en plus, qui vont, vers les études, d'ingénieurs, qui vont à les écoles d'ingénieurs. Alors qu'il y a pas particulièrement de raison, hein. Il y a pas de raison, physiologique, anatomique, génétique qui ferait que, les femmes pourraient, moins être ingénieures que les garçons. Et en fait, encore une fois, hein, si je raccroche à la construction de la société que ça engendre pour plus tard, si on a moins de femmes ingénieures, ça veut dire qu'on a un monde qui est plutôt conçu par des hommes. Et on sait, alors ça fait partie d'un article qui est traité, dans l'ouvrage de Virginie Tuaillon, qui a toujours le titre formidable «Les couilles sur la table», où elle dit que, par exemple, les téléphones portables, sont conçus pour être à la taille des mains d'hommes. Elle dit aussi que, les tests de sécurité qui sont faits pour les voitures sont toujours faits avec un mannequin masculin au volant. C'est quasiment, jamais, je crois, fait avec des mannequins à corpulence de femmes. Donc ça veut dire que la sécurité de nos véhicules est programmée pour les hommes, pas pour les femmes. Donc si je reviens à mon idée là, que les jeunes filles, ne s'autorisent pas à aller vers des études d'ingénieur parce que c'est plutôt genré garçon, ça veut dire qu'on a un cercle qui ne s'arrête pas. Ensuite, donc, ça veut dire qu'on va avoir un monde plutôt créé par les hommes, qui correspond moins aux femmes, et donc, bah, ça continue et ça continue. Moi, à chaque fois, quand je pense à ça, je pense aux poussettes. Vous vous êtes jamais retrouvé avec une poussette que vous n'arrivez pas à fermer ou à déplier, et à vous dire, mais bon sang, mais qui a créé ça? Est-ce que la personne qui a créé ça s'est déjà occupée d'un enfant et a déjà eu à plier une poussette? Voilà, enfin, tu vois, c'est bon, et on s'est rendu compte que dès la je crois que c'est dès 6-7 ans, je crois que c'est vraiment à l'école primaire, les petites filles considèrent qu'elles sont moins bonnes en maths que les garçons. Donc il y a une petite étude toute simple où on a Ouais. proposé un exercice de maths à des filles et à des garçons, et quand on l'a présenté en disant à des filles que c'était de la géométrie, elles étaient en échec. On leur a présenté en leur disant que c'était du dessin, elles étaient en réussite. Oui, j'ai Et déjà donc vu cette étude-là, c'est ouais, très, très donc troublant. j'imagine que c'est l'effet inverse. Tu proposes, aux garçons en disant que c'est du dessin, peut-être qu'ils sont moins en réussite parce que, ils ont l'impression que le dessin, c'est pas pour eux, tu vois? Et en fait, tout ça, ça fait que l'enfant, il peut pas, exploiter son plein potentiel. Si tu es une petite fille et que tu es, passionnée par les maths, et qu'en fait, bah, tu as cette étiquette de fille qui est pas censée être trop bonne en maths. Tu sais, les filles aussi, on n'est pas censé être trop bonne en orientation. Et ça aussi, hein, ça a été démonté, ce mythe, des filles qui seraient censées, avoir moins le sens de l'orientation. C'est pas naturel, c'est complètement, culturel.
parce que justement, on développe moins le côté psychomoteur, qu'on va moins dehors, etc., etc. Et ça, mais il suffit d'observer des groupes d'enfants pour le voir. Simplement, moi, l'anniversaire de mon fils, 7 enfants présents, 4 filles, 3 garçons. On propose des jeux à l'extérieur et notamment, on propose un tour de brouette aux enfants. Et un tour de brouette un peu musclé, un peu, ça secouait un peu. Mon fils, l'ayant déjà fait des milliers de fois autour de la maison, il y va en premier. Et les autres étaient très impressionnés. Tous les enfants, les 6 enfants, étaient impressionnés. Garçons comme filles, ça se voyait. Les 6 enfants avaient peur. Les 4 filles ont pu verbaliser et ont pu dire « j'ai peur ». Donc, comme elles ont verbalisé, j'ai pu leur dire, si vous voulez, on va demander au papa d'aller plus doucement. Si vous voulez, vous lui direz de ralentir. Les filles, 3 sur 4, ont fait le tour de brouette parce qu'elles ont pu s'autoriser à dire qu'elles avaient peur et parce que du coup, on a pu moduler la manière de faire. Les 2 garçons restants, ils étaient pétrifiés, ça se voyait. Ils n'ont pas osé le dire. Et j'ai pas pu leur faire verbaliser. J'ai essayé, mais ils voulaient pas le dire. Donc, ils se sont interdits ce tour de brouette. Encore une fois, c'est un exemple personnel, il a aucune valeur scientifique. Mais je pense que chacun dans sa vie personnelle pourra trouver des exemples où parce qu'on est un garçon ou parce qu'on est une fille, on s'empêche certaines choses ou on fait certaines choses parce qu'on est censé les faire en tant que garçon et en tant que fille. Et c'est mon avis très personnel, mais je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait pouvoir tout s'autoriser parce qu'on est un être humain. Enfin, tout s'autoriser dans la mesure du respect des autres, etc. Mais on ne devrait pas s'empêcher des choses juste parce qu'on est une fille ou juste parce qu'on est un garçon. C'est quand même très limitant et très dommage. Super intéressant, Laurane. Dis-moi, est-ce que tu as développé tout ce que tu souhaitais sur le sujet ou est-ce que tu souhaites nous dire un petit mot de la fin? Non, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Je sais que c'est un vaste sujet et que ça remet en cause aussi beaucoup de choses individuelles. Chacun, parce que chacun a appris à se positionner depuis qu'il est tout petit aussi en tant que garçon ou en tant que fille. Et donc, je sais que c'est un sujet qui est pas évident. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est en tant que parent, juste de se poser la question. Et donc, parfois aussi si ça nous intéresse, de poser les questions aux enfants sur ces stéréotypes, sur ces étiquettes, et de se demander, tiens, est-ce que c'est bon pour mon enfant si j'enlève cette étiquette-là? Donc, si mon enfant me dit le rose, c'est pour les filles, est-ce que moi, j'ai envie d'autoriser mon enfant à mettre du rose alors que c'est un garçon? Si mon garçon me demande, maman, pourquoi tu te maquilles? Est-ce que je vais lui dire, je me maquille parce que je suis une femme? Et donc, sous-entendre que les femmes doivent se maquiller et les hommes ne peuvent pas se maquiller, ou est-ce que je vais simplement lui répondre, je me maquille parce que j'en ai envie? Et ainsi lui laisser la liberté de faire ce qu'il voudra plus tard. Et pour ceux qui sont déjà en train de se dire, ah ouais, mais mince, mais alors si mon enfant veut se maquiller alors qu'il est un garçon, comment on fait? Comment on fait? Parce que la réalité, c'est que l'enfant va peut-être subir des moqueries. Il y a une maman, alors malheureusement, j'y avais pas pensé avant, donc j'ai pas noté la référence, mais vous le trouverez sur Internet, qui a créé un petit livret qui tient dans la poche d'un enfant, parce que justement, son petit garçon avait voulu aller à l'école avec du vernis à ongles, je crois, et qu'elle voulait le protéger. Elle a créé et donc elle en a développé des petits carnets contre les stéréotypes de genre, où il y a des petites photos avec des gens célèbres. Et donc, il y avait des garçons célèbres avec du vernis à ongles, des garçons célèbres avec du maquillage, des garçons en robe, des garçons. Alors aujourd'hui, moi, c'est le cas de mon fils qui a voulu des baskets roses. Il suffit de parler des footballeurs. La dernière Coupe du Monde, beaucoup de footballeurs avaient des baskets roses. Donc on peut trouver des exemples et donc elle a fait ça, un petit livret qui se met dans la poche avec des filles qui font du foot, qui cassent un peu les stéréotypes et l'enfant peut l'avoir dans la poche et si quelqu'un lui dit ah bah ouais mais t'es un garçon, les garçons ça fait pas ça, mais en fait t'es une fille, bah non regarde, t'as vu, elles sont super célèbres et elles font ça et c'est des filles. Et c'est aussi de pouvoir parler avec l'enfant
de ces moqueries éventuelles, parce que on peut avoir parce que vous allez me dire, tout ça, ça peut être aussi des idéaux. Comment on fait face à la réalité? On peut aussi préparer l'enfant à la réalité. Et on peut préparer l'enfant, lui dire, tu sais, là, si tu as envie de faire telle chose, c'est quelque chose dans notre culture, c'est plutôt les femmes qui le font, ou dans notre culture, c'est plutôt les hommes qui font ça. Donc, tu vas surprendre. Et parfois, les gens, quand ils sont surpris, ils peuvent être méchants, ils peuvent se moquer. Et en anticipant avec l'enfant, soit ça va faire que il va finalement décider de pas adopter telle ou telle chose, soit il va y aller, mais avec la confiance de l'anticipation et puis de savoir aussi quoi répondre. Effectivement. Puis là, le discours que tu viens d'avoir à la fin, je pense qu'on pourrait presque le reprendre mot pour mot, tellement je trouve que c'était bien dit, la façon dont on peut expliquer ça, et puis expliquer sans juger non plus les gens qui vont avoir cette réaction-là, parce que du coup, ils étaient dans une autre logique. Et là, finalement, tu jettes l'opprobre sur personne, en fait. Tu expliques juste les réactions des gens. J'ai trouvé que c'était bien sûr, parce que c'est tellement culturel. C'est tellement culturel. C'est très parlant. C'était vraiment un sujet à part, hors série, par rapport à ce qu'on avait vu ensemble jusqu'à maintenant. Mais je suis vraiment ravie que tu aies proposé cette thématique-là, Laurane. C'était super enrichissant. Je suis contente. Je voulais rappeler les thématiques qu'on avait développées ensemble justement sur l'année précédente, pour que les parents qui arrivent là sur le podcast puissent aussi voir un petit peu quels sont les thèmes que tu développes. On avait parlé de notre enfant qui ne voulait pas prêter. Comment faire? On avait parlé de la communication parent-enfant, de ta vision aussi de l'éducation entre souplesse ou fermeté. Et puis, on avait aussi développé en 2 parties, parce que c'était un long épisode sur comment vivre sa parentalité positive au sein de son entourage, quand on se sent parfois un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on fait avec nos enfants. Et puis du coup, par rapport à tout ça, Laurane, est-ce que tu peux simplement nous repréciser où est-ce qu'on te retrouve et qu'est-ce que tu proposes, toi, comme service aux parents qui te sollicitent? Oui, alors on peut me retrouver sur le site happynanny.fr et puis sur les réseaux sociaux Happy Nanny. Et je propose des formations, des conférences et des consultations ponctuelles pour des petits problèmes qui vont surgir au quotidien, comme mon enfant me tape, mon enfant ne veut pas prêter, mon enfant comment gérer l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur dans la famille. Et puis je propose des accompagnements plus longs quand on est dans des difficultés relationnelles avec l'enfant et que on n'arrive pas à trouver justement quelle voie éducative on va prendre. Est-ce que on va être dans la punition et la fermeté, ou est-ce qu'on va être dans le laxisme? Et moi, je vous aide à trouver la voie du milieu. Super. Merci beaucoup, Laurane. Je te dis à très bientôt sur le podcast. On a encore plein de choses à développer ensemble. Je te remercie pour ton temps et je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.